Ici Jean-Philippe Trottier à la poursuite non pas du temps perdu mais de l'émission Midi Actualité. Nous sommes aujourd'hui donc le jeudi 13 septembre. Il est maintenant midi et 34 minutes de Radio Ville-Marie. Je vous présente un étrange paradoxe. Plus nous communiquons, nous communiquons. Pourquoi cela? La chose est facile à comprendre. À l'heure d'Internet et des médias sociaux, tout le monde a accès à ce qui se passe chez son voisin et dans le monde. Cela se fait en accéléré, plus besoin d'attendre. Alors, excite, on tape sur son clavier, on suit à la minute près la dernière controverse et on se prononce comment. Ce qu'on a gagné peut-être en temps et en espace et ce qu'on aurait perdu en contenu et en peur. C'est un peu le sens de l'article de Mathieu Bock-Côté paru dans La Voix séfarade du 5 septembre dernier. Il dit en substance qu'ils ont besoin d'espace et de temps pour se déployer. Mathieu, bonjour. Bonjour. Un petit mot sur La Voix séfarade. Dit que c'était le magazine de la communauté séfarade unie du Québec. C'est le cas. Est-ce qu'on peut dire autre chose là-dessus ou c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette je crois que c'est une bonne description. J'ai été approché par les dirigeants de ce magazine pour me demander si je voulais y collaborer. Et puis grand plaisir à m'adresser à différents publics. Oui. Eh bien, c'était un plaisir d'ajouter ma voix à ce magazine. Magnifique. Donc mais non séfarade parce que vous êtes Non, manifestement, je suis un bon catholique non croyant, non pratiquant, sauf pendant la fête. Alors non, c'est un plaisir de me joindre à ça, cela dit. Alors, pourquoi cet article maintenant? C'est quelque chose qui me frappe de plus en plus avec ce qu'on pourrait appeler la révolution des médias sociaux. Oui. Aujourd'hui, il y a cette espèce d'utopie de la démocratie du savoir par Internet et il y a cette utopie d'une démocratie à temps plein par les mots. Chacun peut participer en temps réel et en toutes circonstances au débat public. Or, ce que je constate, c'est qu'un participe au débat public, moi, on a l'impression que le débat est informé. Alors, on a pu le voir cette année. Les médias sociaux, c'est véritablement quelquefois un endroit où se déverse la haine, tout simplement. La haine dans le débat public, l'invective, l'injure, l'insulte et ainsi de suite. Mais plus largement, on voit que tous se passionnent pour des questions qu'ils ne comprennent pas toujours. Mais ils en comprennent l'enveloppe, j'imagine, surtout. Mais ils en comprennent le big picture, comme on dit en grec. C'est-à-dire en proto-grec ancien. Alors, on en voit les grands contours des grandes questions qui nous intéressent, qui nous échappent. C'est une information plus approfondie sur les questions qui font notre temps, sur les grandes questions qui évoquent. Et c'est une réflexion qui m'obsède et en marge de ça, je réfléchis à l'espace accordé aux idées dans l'espace public. Par espace accordé aux idées, j'entends pas espace accordé aux unions pures, mais des espaces où les idées sont discutées de manière informée à partir de livres, où les livres discutés normalement, par exemple, c'est une bonne question. Et je regardais un peu en France, je regardais aux États-Unis, et je trouvais qu'au Québec, pour mille et une raisons, les espaces consacrés à la vie intellectuelle, je n'entends pas ici la vie purement universitaire, mais la vie intellectuelle, les idées dans la cité, ces espaces sont trop peu nombreux. Et je regardais quelles seraient les structures, les espaces nécessaires pour accueillir de nouveau le travail de la pensée dans la cité. Alors, à part mon émission qui est extraordinaire, est-ce qu'il y a d'autres endroits où il y a... Alors, je ferai d'abord et avant tout un éloge de votre émission. J'ai souvent dit que c'est notre petite France Culture au Québec. C'est-à-dire un espace où ni plus ni moins. Et je le dirai avec plaisir et insistance. Alors, non, très certainement, Radio Ville-Marie joue un rôle assez fondamental et votre émission dans Radio Ville-Marie. D'autres espaces qui me viennent à l'esprit. Oui. L'Action nationale, bien sûr. Argument. D'autres, les cahiers de lecture de l'Action nationale, on pourrait dire quelquefois la page idée ou la page livre du devoir. Donc on pourrait, et il y a d'excellents chroniqueurs au Québec, donc il ne manque pas de gens de qualité. Mais des espaces voués au travail de la pensée, de la réflexion, je les vois de moins en moins. Pourquoi? Eh bien, quelquefois, je dis, quand je parle, les idées ont besoin d'espace. C'est qu'il y a une idée simple avec ça. Avec le nouveau médium qui est devant nous, l'Internet. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, on n'a jamais lu autant. Mais qu'est-ce qu'on lit? On a devant soi un texte, on le lit, s'il va au-delà de 300 mots, on considère à trouver que c'est un peu long, on clique sur autre chose, on clique sur un hyperlien, on clique sur un hyperlien, et finalement, on papillonne. Mais est-ce qu'on prend le temps de lire? Lire, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas planter devant son écran d'ordinateur à attendre qu'un courriel nous arrive et à lire un article de cyberpresse entre-temps. Lire, ça implique de prendre un texte, donc prendre une revue, prendre un livre, prendre un journal. Ça prend du temps, en fait. Mais voilà, ça prend un temps. C'est le paradoxe. Il faut se dérober à la cité pour y participer. La cité, elle tourne comme une toupie maintenant. Aujourd'hui, en fait, on est pris en temps réel dans le grand tourbillon des fausses idées. Mais pour participer au débat public, il faut s'en retirer pendant un temps. C'est-à-dire qu'il faut lire seul avec sa conscience, seul avec un livre, seul avec un magazine. Et par magazine, je n'entends pas les derniers potins de la semaine. J'entends par magazine une revue, je pense par exemple à l'excellente revue Le Spectacle du Monde en France. Une fois par mois.
C'était d'ailleurs le prétexte de votre article. Une fois par mois, c'est une revue qui nous fait une espèce d'actualité intellectuelle, politique, littéraire, culturelle, artistique, internationale. Et là, on fait le tour de ces questions avec des experts, d'excellents journalistes. Et vous dites dans votre article, je la lis religieusement, et je veux pas insister sur l'adverbe, puisque vous êtes un catholique non pratiquant, mais c'est quand même religieux. Je vois à côté Nadine Coussa, qui était mon invitée à midi et quart, est restée ici, et elle écrit fébrilement, elle a écrit 3 phrases de 4 mots chacun à peu près. Ça fait 12 mots. Ça fait 12 mots, c'est trop long pour... Voulez-vous parler un petit peu, Nadine? C'est beaucoup trop pour Twitter. Mais pour Radio Ville-Marie, ça va très bien, allez-y. Effectivement, ça serait beaucoup trop pour Twitter, mais je pense que Monsieur Bock-Côté a raison sur le manque d'espace pour les discussions, les lectures, les débats au niveau plus intellectuel. Mais moi, je me pose plutôt la question à savoir, est-ce qu'il manque un espace ou est-ce qu'il manque un intérêt du public? Est-ce que les gens sont intéressés? Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de vitrines, il y a de plus en plus l'accès aux revues internationales, l'accès aux émissions internationales est rendu chose extrêmement simple avec le développement d'Internet, des médias sociaux, etc. Mais si les gens n'ont pas envie de lire ça. Je ferai une double réponse sur ça. Le premier élément, c'est que j'ai constaté, à ma grande surprise d'ailleurs, qu'il y avait grand intérêt pour, appelons ça, un exercice de philosophie politique dans la cité. Je donne l'exemple tout simplement bien personnel de mon blog. Alors au début sur mon blog, je croyais l'utiliser comme tout le monde, c'est-à-dire une entrée de 250 mots pour commenter la nouvelle du jour et ainsi de suite. Et peu à peu sur ce blog, j'ai décidé d'en faire, appelons ça ma petite revue personnelle, c'est-à-dire un endroit où je publie régulièrement des textes. Puis c'est une question de format, mais c'est pas secondaire. Et dont je m'inspire pour l'émission, figurez-vous. Bien sûr, de 1500 mots, de 2000 mots, de 5000 mots et ainsi de suite. Imaginez le travail que je fais moi pour préparer le votre. Mais je lis 1000 mots par jour. Mais beaucoup plus que ça. Je ne doute ni de votre courage, ni de votre discipline. Et du temps. Il n'y a pas de doute non plus. Alors, j'ai commencé à publier ces textes-là en me disant, bon, on verra si ça trouve son public. En effet, faut d'abord et avant tout, je veux produire ces idées. J'ai un espace où analyser les questions en profondeur, non pas à la manière d'une revue savante. Je publie dans les revues savantes et c'est un autre genre de texte, mais non pas sur le mode de la pure chronique de 500 quelques mots, où on prend une idée, on la développe de A à Z et c'est terminé. Non, des espaces pour la réflexion. Je publie aussi sur mon blog de grandes entrevues avec des intellectuels québécois, des journalistes, des hommes politiques, des entrevues de, encore une fois, plusieurs milliers de mots. Pourquoi je donne l'importance sur la taille, comme qui dirait en cela comme en d'autres choses, la taille compte? C'est que c'est ce que mon tailleur disait d'ailleurs. L'espace des idées, c'est l'espace de la nuance. C'est l'espace de l'approfondissement des idées, des nuances, des sentiments et ainsi de suite. Donc quand on a un véritable espace, on peut entrer dans une idée, on peut s'y promener, faire des nuances, revenir sur son histoire, voir ses conséquences, voir les autres idées qui sont en dialogue avec elle. Donc j'ai fait ce pari. Là je reviens à Nadine. Eh bien, j'ai constaté une chose, ce sont les textes sur mon blog qui sont souvent les plus commentés, qui suscitent le plus d'intérêt. Oui, mais par une minorité de gens, quand même, c'est pas tout le monde qui va prenant pour acquis que ces textes-là ne seront pas lus par tous, je constate qu'il y a ce qu'on appelle au Québec comme ailleurs un public éclairé, à la recherche de ce type de lecture intermédiaire, à mi-chemin du livre et du petit article, à la recherche finalement d'un espace où penser, d'un essai, mais l'essai, vous savez, à la formule, bon, je vais pas me comparer à ça, mais The Atlantic, le Figaro Magazine et ainsi de suite, Spectacle du Monde Général, mes commentaires, le débat, toutes ces revues, il y a un désir pour ça. Alors là, la question, c'est qui? Prenons la formule classique. Y a-t-il des entrepreneurs intellectuels pour occuper cet espace? Je l'espère. C'est pas mal, ça. Nadine Coussa a écrit 2 autres mots. Ça rentre dans Twitter, ça? Bien sûr. Je vais revenir à ce que vous disiez. Il n'y a pas d'intérêt pour les idées, vous me dites, au Québec? Ou il n'y a pas de... Mais je dis pas qu'il n'y a pas d'intérêt, j'oserais pas, mais je dis que il faut susciter l'intérêt. Faut aller chercher. Puis les 2 mots que j'avais écrits, c'était école et éducation. Parce que effectivement, j'oserais pas contredire les propos de Monsieur Bock-Côté. Non, j'espère. Osez. Écoutez, je suis médiateur ici. Vous pouvez taper sur lui. Non, pas encore parce que j'adhère à ses propos. Mais je rajouterais que cette curiosité intellectuelle doit être développée dès un jeune âge. On peut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui n'a lu qu'un livre ou 2 par année pendant toute sa jeunesse, parce que c'est des livres obligatoires et que Dieu sait qui a été loué le film en cachette au lieu de lire le livre. On peut pas s'attendre de cette personne-là qu'à 25, 30, 40 ans, elle devienne un intellectuel ou quelqu'un qui est intéressé par ces choses-là et qui se mette à lire les entrées dans le blog de Monsieur Bock-Côté qui font plus que 4000 mots. Il faut et puis là encore une fois, c'est des vieux pieux, mais il faut revaloriser la lecture, la curiosité intellectuelle dès la maternelle, dès le jeune âge. Puis c'est le rôle bien sûr de l'école, mais surtout des parents, de la famille, de la société en général. Et l'école ne fait pas ça, les parents
parents ne font pas ça? Mais écoutez, je suis pas une spécialiste du système d'éducation québécois et j'oserais encore moins m'immiscer dans le débat de la réforme et de tout ce que nos chers fonctionnaires font à Québec et à Ottawa, mais je dirais que... Nos chers dans quel sens, qu'on les aime ou qu'ils nous coûtent cher? Les deux. Allons-y pour les deux, c'est plus sécuritaire. Mais je crois que les gens, de ce que je vois des jeunes, des plus jeunes autour de moi, ont perdu un peu le goût à la lecture, ne lisent plus les grands classiques dans les écoles. Les professeurs, étant obsédés par faire lire un livre aux étudiants, sont prêts à leur faire lire n'importe quoi tant qu'ils lisent. Et je pense que, sans blâmer le système d'éducation, on perd peut-être un peu d'intérêt envers la lecture chez nos jeunes. Oui, Mathieu. Vous me permettrez de blâmer, quant à moi, le système d'éducation, la réforme scolaire, ça m'étonne pas chez vous. Et nos fonctionnaires. C'est-à-dire, vous êtes le gentil, lui c'est le méchant. Moi, c'est, oui, bon cop, bad cop. Alors, je crois qu'il y a quelque chose d'assez fondamental ici. C'est la philosophie qui anime notre système d'éducation. Oui. L'amour des idées se cultive. J'aime dire quelquefois, et j'utiliserai une formule, on me pardonnera la vulgarité, au Québec, nous sommes à peu près à 2 ou 3 générations du cul des vaches. Nous sommes à 2 ou 3 générations du rôle d'ouvrier dans une usine où on nous parlait même pas notre langue. Donc l'atavisme est encore fort. Il y avait ici une tradition culturelle et même philosophique à partir de laquelle nous accédions à ces questions. C'était la tradition catholique. Nous l'avons mis de côté avec la Révolution tranquille, probablement avec raison. Mais ce que je constate, c'est que dans cette société prolétarisée pendant longtemps, qui n'accédait à la culture qu'à travers la médiation du catholicisme et qui a jeté par terre l'institution gardienne de cette tradition, eh bien, nous nous retrouvons collectivement à ne pas savoir ce que veut dire s'éduquer et se cultiver. J'en reviens à ce que disait d'ailleurs Jacques Godbout, dans un entretien que j'ai mené avec lui sur mon blog d'ailleurs. Godbout dit, au Québec, nous n'avons pas la maîtrise du langage. C'est-à-dire que devant une réalité, lorsque le langage nous en avons la maîtrise, lorsqu'il est riche, on peut saisir la subtilité du monde, on peut saisir la subtilité du réel, le décortiquer dans ses nuances, ce qui fait en sorte qu'on a plusieurs mots pour nommer plusieurs choses. Que se passe-t-il aujourd'hui quand on a sacrifié la littérature, quand on a sacrifié la philosophie, quand on a sacrifié l'histoire, quand on a sacrifié les humanités? On ne forme plus le langage qui permet de dire le monde. On n'éduque plus aux œuvres qui permettent de penser. J'en reviens à Finkielkraut, que je cite souvent, qui nous dit, le philosophe français, qui nous dit, on ne pense pas par soi-même de soi-même. L'arrogance absolue de notre culture, c'est quoi? C'est de dire, misons sur la créativité de l'enfant qui par lui-même découvrira son propre savoir. C'est une idée funeste. Et chez beaucoup de jeunes, l'histoire commence avec eux. Ah, mais bien sûr. On leur dit, construisez votre propre histoire du Québec. En ECR, on dit construisez votre propre religion. Et on a oublié que l'école doit d'une certaine manière surplomber l'élève, doit imposer la norme et la culture. Et l'école, c'est aussi l'étymologie, j'en ai parlé une fois avec vous, Mathieu Bock-Côté. Srol, et ça vient du grec, qui veut dire le temps libre, le temps inutile, le temps non productif. Et dans votre article, vous parlez beaucoup de cette gratuité du temps, du temps qui dure, de l'espace qui est long. La culture, ça prend tout ça. Mais bien sûr, mais cette capacité de se dérober aux sollicitations permanentes du quotidien. Ça vient avec la culture. La culture peut et doit, et l'école peut et doit encourager ça. Lorsqu'on se retrouve dans une société où même à l'école, on nous dit l'école doit être utile. Le savoir qu'on apprend doit être immédiatement utile. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On sacrifie cette logique de la gratuité qui permet normalement de s'investir dans la culture et les œuvres. Alors, j'en reviens à cette question fondamentale. Les idées ont besoin d'espace. Je crois qu'il y a une demande confuse au Québec. Parlons de langage d'économie. Il y a une demande confuse pour ces espaces intellectuels qui permettent de s'élever, pour se déprendre justement de la controverse du jour commentée sur Twitter. Ensuite, comment crée-t-on ces espaces? Eh bien, premièrement, en croyant qu'ils sont nécessaires, et ensuite en espérant que ce seront des lieux de véritable éducation publique. J'aimerais faire un petit lien avec ce que vous disiez, Nadine Coussa, quand je vous interviewais à Midi et Quart. Vous parliez des politiciens ou de la vie politique qui se fait à court terme. On pense tout le temps à la prochaine élection. On ne fait pas le travail de fond, d'éducation ou d'information, notamment des néo-québécois. Est-ce que les propos de Mathieu pourraient servir un peu d'antidote à cette carence au niveau des élites politiques? Mais effectivement, un équilibre entre les deux peut-être serait la solution, c'est sûr. Mais comme M. Bock-Côté l'a évoqué plus tôt, en parlant des médias sociaux, en parlant de Twitter, etc., je pense que on peut trouver une manière d'utiliser ces médias sociaux, d'utiliser ces nouvelles ressources, tant qu'à les avoir, faisons-en quelque chose de bien. Donc, on peut les avoir pour peut-être justement promouvoir, aller chercher un plus grand public, aller interpeller des personnes qui par elles-mêmes peut-être n'auraient pas eu, parce que vous savez, c'est
c'est un travail de longue haleine de faire ça. On peut pas changer une mentalité, changer les habitudes de vie de quelqu'un en claquant des doigts. Donc, bien sûr, la personne, puis Mathieu Bock-Côté l'évoquait plus tôt aussi. Il disait, je commençais par des textes de 200 mots, je commençais par commenter l'actualité, puis au fur et à mesure, j'ai intégré des textes de plus en plus longs, des entrevues, presque des essais. Et bon, maintenant, on est rendu à, je sais pas, 4000, 5000 mots sur votre blog. Donc, les gens... Ça va être dans 3 ans, ça va être 10 000 mots, j'ai bien peur que... Vous devrez les lire chaque fois. Mais je me permets de dire une chose là-dessus qui me paraît important. Je lisais le livre de Bouchard avant-hier ou hier. Lucien cette fois-ci. Oui, Lucien Bouchard. De qui je dis spontanément du bien. Et ce qui nous permet quelquefois d'apprécier différemment les membres d'une même famille. Et je lisais donc ce livre de Lucien Bouchard et il nous parle du rôle des livres et de l'éducation littéraire dans sa formation intellectuelle. Oui. Et on sait que lorsqu'on parle à Lucien Bouchard et on lui demande quels sont les livres qui vous ont marqué, quelles sont les œuvres qui vous ont marqué, pourquoi ça vous a marqué, eh bien il nous répondra quelque chose qui n'est pas préécrit par son attaché de presse qui lui a suggéré de lire un livre pour s'informer. Et je dirais une chose là-dessus. Et j'ai écrit un papier là-dessus sur mon blog d'ailleurs, le testament de Lucien Bouchard. Un homme politique qui est inculte finalement, qui n'a pas de culture. Lorsqu'il arrive aux affaires, qu'est-ce qu'il a? Il n'y a pas de réflexion sur son époque. Il n'y a pas de réflexion sur l'être humain. Alors le seul savoir à partir duquel il accédera aux problèmes de sa société, c'est comment? À partir du savoir accumulé par la bureaucratie, par les technocrates, par les sciences sociales. Il verra sa société à travers les yeux des bureaucrates. Avez-vous lu sa autobiographie du reste? De Bouchard? À visage découvert? Oui, bien sûr. C'est très très bon. Pas mal, hein? Mais quand on a une véritable culture, quand on a finalement décidé de connaître l'homme en dessous de connaître avant le client, connaître l'homme derrière le citoyen incorporé dans certains groupes ou non. Eh bien, on connaît la nature humaine dans sa permanence. On sait aussi que la culture la façonne et on s'adresse à la société, on s'adresse à son peuple, non pas comme une collection de clients, mais comme un peuple qui espère avoir un destin. La culture permet finalement de mieux agir politiquement. Un homme politique cultivé a plus de chances de faire de grandes choses qu'un charmant inculte qui se croit voué aux vraies affaires. Vous auriez pu dire ça en latin en citant Terence, Mathieu Bock-Côté. Ah, je préfère le dire en français. Mossum et nihil alienum mame humani puto. Ce que j'ai toujours aimé homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Vous êtes le seul bilingue français-latin que je connais. Je parle de demi-langue, n'est-ce pas? Mathieu Bock-Côté, Nikoussa, merci infiniment. C'est un plaisir de vous avoir entendu, des propos intelligents qui, j'espère, feront réagir.